bienvenue à toutes et à tous à notre série CESI Talk. C'est une initiative qui vise à rapprocher les politiques et les politiciens européens et nos membres, et bien sûr de soulever un peu non seulement les méfaits de la politique européenne, mais aussi les bienfaits. Je suis aujourd'hui extrêmement heureux de pouvoir accueillir Monsieur Philippe Lamberts, coprésident du groupe des Verts et de l'Alliance libre européenne, bien sûr membre de la conférence des présidents, et ce qui est particulièrement important et intéressant pour nous aussi, bien sûr, membre de la Commission des affaires économiques et monétaires au sein du Parlement européen. Monsieur Lamberts, soyez le bienvenu. Merci. Je souhaiterais aborder le sujet de l'accord des G7. Et j'ai un peu fouillé dans les protocoles, justement, dans la réunion de la plénière du mercredi 9 juin. Et je vous cite, l'accord de principe obtenu ce week-end par les ministres des Finances du G7 marque donc potentiellement un tournant majeur pour la justice fiscale, mais il faut que l'on passe aux actes. Qu'est-ce qui doit se passer ? Écoutez, le G7 est une instance informelle, ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas un organe de décision. Les organes de décision, ils sont dans l'Union européenne, les États membres et les institutions européennes. Et donc, c'est évidemment une bonne chose qu'on commence à parler d'arrêter la course au moins 10 ans en matière d'impôt des sociétés. Encore faut-il le faire. Et on sent très bien que du côté européen, il y a des réticences plus que quelconques. Autrement dit, si en Europe, les 27 États membres se sont livrés à une concurrence fiscale féroce, ce n'est pas à l'insu de leur plein gré, c'est au contraire un choix délibéré. Et ce qu'il faut aujourd'hui faire, c'est renoncer à ce choix délibéré pour passer de la compétition à la coopération. Ce qui veut dire que l'objectif est évidemment que ceux qui devraient être les plus gros contribuables, tant en termes de détenteurs de capitaux qu'en termes d'entreprises, deviennent vraiment les plus gros contribuables. Autrement dit, payent leur juste part. Or, la concurrence fiscale s'est faite d'abord et avant tout à leur profit. Autrement dit, ce sont les gros, que ce soit les gros personnes physiques ou personnes morales, qui ont arbitré, qui ont profité de la concurrence fiscale pour limiter leur facture fiscale, alors que les petits, que ce soit à nouveau des entreprises ou des individus, se sont trouvés à payer le taux nominal de leur pays. Et donc, c'est à ça qu'il faut mettre fin. Et on voit bien que Joe Biden, pour financer ses plans de relance, est sérieux, il veut passer à l'action, mais on voit aussi que du côté européen, au-delà de taxer les multinationales GAFA américaines, on voit bien qu'il n'y a pas un appétit immodéré de taxer BNP Paribas ou Volkswagen. Or, il n'y a pas de raison que ces entreprises ne payent pas, et il n'y a pas de raison non plus que leurs actionnaires, les détenteurs de capitaux, ne payent pas leur juste part d'impôt. Donc ça, c'était ça que je voulais dire. Belles intentions. Maintenant, si elles ne se traduisent pas dans des décisions politiques exécutoires, c'est-à-dire des lois fiscales, je crains que la colère soit au rendez-vous du côté de nos concitoyens. Et vous avez l'impression que le vent a changé un petit peu, ou le vent est en train de tourner? On parle de certains pays, bien sûr, je ne veux pas les pointer du doigt, mais est-ce qu'il y a une approche qui commence? J'ai l'impression que... j'ai l'impression que le vent est en train de tourner, mais ce n'est pas parce que l'atmosphère a changé que pour autant les décisions sont prises. Autrement dit, les défenseurs de la concurrence fiscale, les défenseurs des politiques néolibérales aujourd'hui, ils sont sur la défensive, alors qu'hier, c'était leurs opposants qui devaient s'expliquer et se justifier. Aujourd'hui, c'est plutôt eux, ce qui est une bonne chose. Ceci étant, il ne faut pas s'imaginer que ces gens ont disparu. Je veux dire, les décideurs politiques et économiques qui ont mis en œuvre les politiques néolibérales ces 30 ou 40 dernières années, ils ne se sont pas évaporés de la planète Terre. Ils sont toujours là et pour la plupart toujours aux commandes. Simplement, ils voient que le vent de l'opinion publique est en train de devenir contraire à leur choix politique et donc il va falloir qu'ils changent de politique. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut demander aux mêmes qui ont mené les politiques néolibérales demain de mener les politiques de la transition écologique et solidaire? J'insiste, écologique et solidaire. Et ça, il est parfois permis d'en douter, parce qu'ils sont câblés, si vous voulez, leur ADN, c'est quand même l'ADN de ce qui est bon pour BNP Paribas est bon pour la France et ce qui est bon pour Volkswagen est bon pour l'Allemagne. La connexion
n'est pas super bonne. J'essaie, on va espérer ne pas vous perdre. Passons à la stratégie vaccinale européenne. On parlait des achats centralisés, de l'autorisation de la mise sur le marché, de la répartition des doses, campagne de vaccination. Je ne vais pas parler de la question de la renonciation au brevet. Comment vous percevez cette stratégie? Vous étiez en plein dedans, parlementaire, vous avez suivi les choses de très près. Avec un peu de recul maintenant, vu que les choses s'améliorent, comment vous percevez les démarches européennes? Plutôt un succès, plutôt un échec, ou probablement entre les deux? Plutôt un succès, et je trouve que le procès qui a été fait à l'Union européenne, cette espèce de gros bon sens de café du commerce que l'Union européenne a failli dans la stratégie vaccinale, je trouve que c'est une insulte à l'intelligence. Est-ce qu'il y a eu des problèmes dans la stratégie vaccinale? Absolument. Premier problème, il y a un fournisseur qui n'a pas été foutu de livrer. Ce qu'il devait livrer, il a livré moins d'un quart des doses qu'il devait livrer, c'est AstraZeneca. En quoi est-ce que le fait qu'un de vos fournisseurs ne remplit pas ses obligations, en quoi est-ce que vous êtes responsable de ça? Il faudrait plutôt demander à AstraZeneca des comptes et pas à la Commission qui a passé un contrat avec AstraZeneca. Par contre, la Commission, clairement, elle a passé un nombre de commandes suffisant. Elle a, je pense, fait œuvre de bon sens en répartissant les quantités commandables par les États membres en fonction de la population et sans autres critères. Imaginez que ça a été la richesse des États membres qui ait fait la répartition. On se serait trouvé dans une Europe à 2, 3 ou 4 vitesses, ce qui aurait été absolument dramatique. Deuxième problème qu'on a eu, c'est plutôt en aval, c'est le déploiement des vaccins. Est-ce que c'est l'Union européenne, les institutions européennes, la Commission qui étaient en charge du déploiement vaccinal? Ben non, en fait non, ce sont les États membres, et dans certains États membres, ce n'est même pas les États, c'est les régions. Donc, on ne peut pas imputer aux institutions européennes le fait qu'il y a eu un sérieux retard à l'allumage dans un certain nombre d'États membres. Ça, c'est le fait des États membres. Donc, est-ce qu'il y a eu des problèmes? Oui. Est-ce qu'en l'espèce, les problèmes sont imputables aux institutions européennes? Là, j'ai envie de dire non. Je pense que c'est un mauvais procès, qu'on se trompe de cible et que de toute manière, j'ai envie de dire, je fais preuve en la matière d'une certaine indulgence parce que personne n'avait vu venir cette pandémie et qui que ce soit qui occupait les leviers de commande à ce moment-là aurait été pris de court, y compris si moi-même j'y avais été. Et donc je pense que des erreurs ont été commises, oui, et c'est bien normal. La perfection n'est pas de ce monde, et donc je peux être par exemple extrêmement critique par rapport au fait que juste après la crise financière et la crise de l'euro, les boulons de l'austérité ont été serrés à plein, et ça par contre c'est une décision des institutions européennes, et ça c'était gravissime. Autant en l'espèce je fais preuve d'indulgence parce que si des erreurs ont été commises, elles l'ont été pour la plupart, et je mets à part Boris Johnson, de bonne foi. Autrement dit, oui, on a répondu à tâtons à la pandémie. On a essayé de mettre en place une stratégie vaccinale extrêmement rapidement. Que des problèmes se posent et que tout ne se passe pas parfaitement, c'est normal. Et donc, plutôt que d'essayer de pendre en place publique tel ou tel responsable politique, je pense qu'on devrait plutôt se mettre autour d'une table, et c'est ce que le Parlement va faire, pour tenter d'analyser ce qui s'est passé pour faire mieux la prochaine fois. Restons sur la pandémie. Il y a ce fameux plan de relance pour l'Europe, la facilité pour la reprise et la résilience, et bien sûr pour permettre, pour le dire ainsi, des transitions climatiques et numériques équitables. Maintenant, nous représentons pas mal de syndicats qui ont exprimé quand même leurs grandes inquiétudes, qui représentent donc des travailleurs dans des secteurs directement concernés par les transitions climatiques. Et donc, que pensez-vous? Quels sont les éléments clés? Maintenant, il y a le programme, par exemple, belge qui a été soumis, je pense, il y a 2 semaines. Quels sont les éléments clés dans ces programmes nationaux pour essayer, du moins, on ne va pas toujours avoir de succès, mais essayer donc à veiller à ce que ces transitions soient équitables et justes? Alors, le gros problème qu'on a, c'est que les leviers pour financer la transition, ils sont pas uniquement du ressort européen, mais en partie du ressort européen. Les 750 milliards qui ont été décidés comme plan d'investissement sont 750 milliards qui sont financés en commun par les 27 États membres et dépensés en particulier en fonction des besoins, c'est-à-dire dans les États qui en ont le plus besoin, ce qui veut dire qu'on met en place un mécanisme de solidarité financière. Et donc ça,
c'est ce qui concerne le financement de l'investissement. Et c'est vrai que 37% de ces plans doivent être consacrés à la lutte contre le changement climatique et les 63 autres pourcents ne peuvent pas nuire à ces efforts-là. Autrement dit, on a là un plan relativement modeste, 750 milliards d'euros, ce n'est pas un montant colossal, eu égard au PIB de l'Union européenne, qui est de l'ordre de 13-14 000 milliards d'euros, mais ce n'est pas négligeable non plus. Par contre, les ressorts qui permettent de mener une transition juste sont les ressorts fiscaux, les ressorts de la sécurité sociale qui, eux, restent très largement nationaux. On n'a pas de politique fiscale européenne, on n'a pas de sécurité sociale européenne. Or, c'est par ces leviers-là que vous allez amortir le choc, si vous voulez, pour ceux qui sont aux premières loges de la transition. C'est évident, pour prendre un exemple, que si on abandonne le moteur à combustion interne pour le moteur électrique, c'est clair que les fonderies qui fondaient les pièces dans lesquelles se passait la combustion, elles n'auront plus de boulot. C'est évident. Or, vous avez quelque part pas une dette de solidarité, mais un effort de solidarité à faire à l'égard des gens qui aujourd'hui sont employés dans ce secteur-là pour leur permettre de se requalifier dans d'autres secteurs. Alors, j'ai envie de dire, c'est quelque part un exemple facile parce que c'est clair qu'aujourd'hui, les jobs technologiques et les exemples passés des grandes restructurations dans le monde de l'automobile dans nos pays ont montré que ce n'étaient pas les travailleurs qui avaient le plus de difficultés à trouver un nouvel emploi. Je veux dire, si vous travaillez dans le temps à Ford Genk ou à Renault-Villefort, bien souvent, vu vos qualifications élevées, vous avez pu retrouver un emploi. Mais il y a d'autres secteurs où ce sera plus compliqué. Et je pense évidemment, alors la Belgique est moins concernée, mais des pays comme l'Allemagne, comme la Pologne, comme l'Espagne sont encore avec des mines de charbon qui emploient des dizaines de milliers de personnes. C'est évident que si hier vous étiez mineur, on ne voit pas très bien le chemin de transition évident pour des personnes qui aujourd'hui auraient 45 ou 50 ans et seraient mineurs. Et donc là, il y a un vrai travail d'accompagnement social à l'égard de ces gens-là, c'est-à-dire leur garantir un revenu, une sécurité matérielle, mais aussi leur permettre de trouver une autre manière d'être utile à la société. Tout ça coûte, mais malheureusement, de ce côté-là, les budgets européens sont relativement limités. Le gros des budgets, il se trouve au niveau des États membres. Mais la question que vous posez est absolument fondamentale. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Et là, on revient à la question fiscale. Si vous rajoutez on va le dire simplement, la fiscalité environnementale qui est indispensable à la transition, à un système fiscal injuste et inchangé, vous allez à l'explosion. Puisque vous avez un système fiscal qui est déjà, avant même d'engager la transition, est absolument producteur d'inégalités. Donc non seulement il ne les corrige pas, mais il les amplifie. Si en plus de ça, vous mettez en place une fiscalité environnementale qui, pour faire simple, est une forme de TVA environnementale, c'est évident que la TVA ce genre de taxe est une taxe qui n'est pas redistributive non plus. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas concevoir la transition écologique et solidaire ou la transition écologique sans une refonte complète, fondamentale de notre système fiscal. Si vous ne faites pas ça, il y aura les perdants d'hier, les perdants des années néolibérales seront à nouveau les perdants de la transition écologique et les gagnants seront à nouveau les mêmes. Et ça, on ne peut pas le tolérer. Monsieur Lambert, pour conclure, qu'est-ce qui doit se passer, par exemple, avec la loi, anti-promotion LGBT qui a été adoptée, qui a été signée la semaine dernière par le président, ce que nous on a essayé d'éviter ensemble avec notre syndicat hongrois. On a fait une déclaration commune. Du côté politique, du côté de votre groupe, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? En tout cas, ce que nous exigeons de la Commission européenne, mais je pense qu'elle va le faire, c'est d'examiner dans le détail ce texte de loi et de voir quels sont les angles par lesquels ce projet de loi est en infraction avec le droit européen. C'est pas si évident, c'est pas si évident parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'Orban est un imbécile. Ce type, il sait comment provoquer les autres États européens, comment flatter l'électorat d'extrême droite, tout en restant dans les clous du droit européen. Donc lui prétend que sa loi est conforme. La Commission n'en est pas convaincue, donc elle va examiner par où cette loi n'est pas conforme, et si on trouve des angles par lesquels elle n'est pas conforme, il faut aller à la Cour européenne de justice et faire condamner l'État membre. Le gros problème qu'on a en réalité, c'est que depuis longtemps,
et je suis désolé de le dire, ce n'est pas seulement la Hongrie ou la Pologne, mais beaucoup d'États membres prennent d'énormes libertés avec le droit européen et les valeurs de l'Union européenne, qui, je rappelle, sont inscrites dans le droit européen à l'article 2 du traité, et que, quelque part, il y a une forme de complaisance des États membres les uns avec les autres. Alors, on parle beaucoup de la Hongrie et de la Pologne. Je vous fais part d'un exemple relativement récent où la France, dans la foulée des dizaines de lois antiterroristes qui ont été adoptées en 2015, a adopté une loi renseignement qui oblige les opérateurs télécoms de conserver toutes les données de connexion de tous les utilisateurs pour au moins 1 an. Cette obligation est absolument contraire non seulement au règlement général de la protection des données, qui est la loi principale de l'Union en la matière, mais même à la Charte des droits fondamentaux, qui fait partie du droit européen. Qui le dit? La Cour européenne de justice. Que fait la France? Elle envoie un bras d'honneur à la Cour européenne de justice et elle dit « je maintiens ma loi », alors qu'elle est en infraction avec le droit européen. Et ça, c'est juste un exemple. Il y en a des dizaines. Et là, le problème, c'est un petit peu la poule et l'œuf, parce que si vous vous dites, OK, on a 26 États vertueux et un État qui en prend à l'aise avec les règles européennes, les 26 peuvent suspendre le droit de vote, c'est-à-dire en fait la qualité de membre du 27e, mais dès l'instant où vous avez pas mal d'États européens qui enfreignent le droit européen, ça devient plus compliqué d'obtenir, de mettre au pas l'État membre qui ne respecte pas ses obligations. Une chose est sûre, c'est que si aujourd'hui, avec son droit actuel, la Hongrie de Viktor Orban était candidate à l'Union européenne, elle ne rentrerait pas dans l'Union. Et c'est ça tout le problème, c'est qu'on a des conditions assez draconiennes pour devenir membre de l'Union européenne, mais dès qu'on est devenu État membre, on peut oublier tout ça et enfreindre les obligations auxquelles on s'était conformé pour devenir membre. Et c'est ça qui ne va pas dans l'Union. On va probablement devoir changer les traités, mais comme vous le savez, les traités européens se changent à l'unanimité, donc ça ne va pas être simple. Monsieur Lamberts, un grand merci. Prenez bien soin de vous. Beaucoup de succès pour les sommets de les mois à venir et à très bientôt en personne. Merci. Au revoir.